Marine Tondelier, admettons un instant que Sébastien Lecornu soit à son tour très prochainement censuré. C'est parfaitement possible. Et qu'Emmanuel Macron, ça c'est un peu moins possible, mais admettons, sous pression de la mobilisation s'il y en a une, ouvre enfin les yeux et nomme un Premier ministre issu du NFP, comme vous le demandiez au moment de la chute de François Bayrou. Est-ce que selon vous, à ce moment-là, la gauche serait vraiment apte, en l'état actuel, à mener une politique qui corresponde aux aspirations populaires, ou alors on n'en est plus là et il faut un retour aux urnes? Alors, c'est donc un exercice de politique fiction, j'adore. Et déjà, est-ce que vous êtes en forme? Parfait, moi aussi, qu'on se le dise. Écoutez, puisqu'on fait de la politique fiction, moi, mon secret pour tenir dans ce milieu très dur, c'est la méditation. Et donc, nous allons méditer ensemble. Imaginez un pays fictif où un président de la République aurait décidé tout seul d'une dissolution. C'est un exemple fictif, hein. Et il aurait perdu l'élection. Mais il n'aurait pas compris le mot cohabitation, c'est-à-dire, pour ceux qui n'ont pas compris, que le Premier ministre doit être d'un camp différent de celui du président de la République. Et donc, il aurait commencé par nommer, au hasard, Michel Barnier, avec un argument très puissant, celui de dire « Je pouvais pas mettre le NFP parce que je suis le garant de la stabilité des institutions et le seul qui pouvait durer le plus longtemps possible, c'était Michel Barnier. » Bon, résultat, Michel Barnier est le Premier ministre qui a duré le moins longtemps de la Ve République. Alors, épisode suivant dans ce pays fictif, le président de la République nomme un président de parti, d'un parti, le MoDem, allié du sien depuis 2017. Est-ce que c'est une cohabitation ? Et ça ne marche toujours pas puisque il est tombé, on n'a même pas compris ni ce qu'il avait essayé de faire, ni à quel moment il avait cru que ça allait marcher, mais en tout cas, il n'est plus Premier ministre. Et donc là, normalement, le président de ce pays fictif se dit, là, je vais faire une cohabitation. Et non, il nomme quelqu'un encore plus proche de lui, il nomme quelqu'un qui est membre de son parti et en soutien depuis 2017, Monsieur Lecornu. Et donc, pour reprendre votre exemple, si Monsieur Lecornu tombe, comment fait ce président fictif pour nommer quelqu'un d'encore plus proche de lui? Eh ben, il n'y a qu'une seule solution, c'est Brigitte Macron. Mais là, ça va se voir. Donc, il y a deux solutions. Il y a la destitution. Et moi, je suis d'accord que la question finit par se poser. Je ne me réveille pas tous les matins depuis 7 ans en disant destitution, destitution. Mais à un moment, la question se pose, pas parce qu'on est obsédé par ça, elle se pose de la faute d'Emmanuel Macron, qui n'entend rien, qui n'entend pas les urnes et qui n'entend pas les manifestations. Donc oui, la question se pose. Mais normalement, Emmanuel Macron ne veut pas partir. C'est-à-dire que normalement, il veut pas la destitution, il veut pas non plus la démission. Et donc oui, il doit nous nommer. Oui, il doit nous nommer. Quand je dis nous, c'est l'un de ceux qui sont présents ou représentés sur cette scène. Il nomme qui il veut, tout me va. Parce que moi, ce que je veux, oui, c'est qu'on gouverne. Et à ceux qui disent ça va être dur, ah oui, ça va être très très dur. Mais moi, je fais pas de la politique pour que ce soit confortable, facile. La vie n'est pas facile. On n'a pas choisi ces métiers-là par facilité. Et vous non plus. Le militantisme, c'est pas facile et on le fait quand même. Et quand il nommera l'un d'entre nous, s'il n'était pas destitué ou s'il ne démissionne pas, alors oui, ça s'annonce difficile, mais projetez-vous s'il avait nommé l'un d'entre nous le 9, la veille du 10, quelle allure auraient pris les manifestations du 10? Ça aurait été des manifestations de joie, d'enthousiasme, d'espoir, et ça nous aurait donné une colère folle. Quand il ne nous nomme pas, ne pensez à aucun moment que c'est parce qu'il pense pas qu'on peut gouverner. S'il ne nous nomme pas, c'est parce qu'il sait exactement ce qu'on fera. Il sait qu'on ira se battre sur chaque mesure. On va pas faire un gouvernement de je sais pas quoi avec des macronistes pour essayer de se mettre un peu d'accord. Un gouvernement, ça doit être compact, cohérent et surtout en ce moment un gouvernement de combat qui va se battre à l'Assemblée nationale. Et on l'aurait fait. On l'aurait fait avec votre force à tous. On l'aurait fait avec la force de la rue, du 10 et du 18. Et on aurait été sans demander la permission, sans chercher le plus petit dénominateur commun entre nous et les macronistes. On aurait été chercher offensivement en disant taxe Zuckman, 80% des Français sont pour, et toi Jean-Marc, et toi Félix, un par un dans l'Assemblée nationale. Et les électeurs des circonscriptions de députés, eh ben, il leur aurait écrit.
C'est comme ça qu'on a fait sur les PFAS, c'est comme ça qu'on a fait adopter la taxe Zuckman à l'Assemblée, parce qu'à la fin, ces gens, ils font quand même de la politique, ils écoutent normalement, et on se serait fait entendre très fort, avec l'énergie de celles et ceux qui viennent enfin d'obtenir leur dû, parce que la cohabitation, ça n'est pas une opinion, c'est un dû démocratique. Donc non seulement on est prêt, mais en plus je vais vous dire, ce qu'on n'aurait pas pu faire passer à l'Assemblée nationale, il y a aussi beaucoup de choses qu'on pouvait faire par décret. C'est pour ça qu'il veut pas nous nommer en 24 heures, en 48 heures, en une semaine. On peut faire tellement de choses. On peut faire tellement de choses. Certains ont dit, ah bah oui, mais sur les retraites, vous savez, c'est un décret à double signature, Premier ministre et Président. Eh ben nous, il aurait été signé très très rapidement. Et puis après, on aurait fait savoir que ce décret n'attendait plus que la signature du Président. Et on aurait refait pression jusqu'à ce qu'il signe. Moi, j'y crois. Franchement, j'y crois. Et par ailleurs, peut-être certains auraient-ils voulu nous censurer. Mais ils auraient fait quoi? Ils auraient expliqué aux Français, ceux qui ont voté pour nous, mais aussi certains qui n'ont pas voté pour nous et d'autres qui n'ont pas voté du tout. Ils leur auraient dit qu'ils nous faisaient tomber parce qu'on voulait faire quoi? De la justice sociale. Ils auraient fait ça. Mais franchement, je leur aurais souhaité bon courage. Et sur cette barricade-là, sur la barricade de la justice sociale, alors moi j'étais prête à tomber. Et je pense que tout le monde ici aussi. On est d'accord? Alors je vais pas être beaucoup plus longue, mais je voulais juste vous dire qu'il y a un an, on avait bénéficié d'un accueil extraordinaire ici, comme dans toute la France et pendant des semaines, parce qu'on avait fait une promesse, un pacte ensemble qui avait résonné dans tout le pays, qui avait conduit à la participation que tu as mentionné, Stéphane, qui a été immense. Pourquoi? Parce qu'on s'était engagé, alors que l'extrême droite était aux portes du pouvoir, aux portes de Matignon, dans un réflexe, un instinct, un sursaut, à ne faire qu'un, malgré nos différences, en ne niant pas que oui, on est différents. Il y a des insoumis, des communistes, des socialistes et des écologistes. Et alors, c'est la biodiversité, c'est beau, non? Eh bien, on s'était dit qu'ensemble, non seulement on pouvait, mais on devait le faire. Et on a fait mentir 27 sondages sur 27. 27. Et personne n'a le droit de nous enlever ça. Personne n'a le droit de nous empêcher de le faire. Et donc moi je le dis, de mon côté rien n'a changé. Et rien n'a changé parce que c'est une personne dans cette salle, dans toute la fête de l'UMA, c'est une personne a un argument pour me dire qu'aujourd'hui il y a moins de chances qu'il y a un an que l'extrême droite arrive à Matignon ou à l'Élysée. Alors je l'attends. Et tant que je n'ai pas de cet argument, je continue. Alors moi rien n'a changé. J'espère que Adrien, toi n'a rien changé non plus. J'espère que François rien n'a changé. Stéphane rien n'a changé. Olivier, rien n'a changé. Et vous, quelque chose a changé? Alors on continue. Marine Tondelier, il se dit que Sébastien Lecornu serait prêt à rouvrir certains dossiers. Il parle de rupture, de nouvelles méthodes. Avant lui, Bayrou parlait de nouvelles méthodes. Barnier aussi, et même Attal et Borne. Croyez-vous, de votre côté, qu'il soit possible d'arracher quelque chose à ce futur gouvernement par la négociation, ailleurs que dans le débat parlementaire, dans la bataille parlementaire et dans la bataille politique et électorale? Alors, je vais vous raconter ma matinée du 10. J'étais en voiture entre Hénin-Beaumont et Calais où j'allais manifester avant d'aller rejoindre les manifs à Dunkerque et je suis appelée par un numéro, un 06 que je ne connais pas. Je décroche et paf, c'était Sébastien Lecornu. Donc je suis un peu prise de court, je suis au volant et je me mets du coup à discuter avec lui de manière républicaine sans rien attendre de plus que on fait connaissance et bon courage. Et là, il me dit effectivement qu'il va engager une rupture, qu'il est là pour faire une rupture. Donc je suis très surprise et je lui dis d'accord, mais sauf que si c'était pour faire une rupture, c'est pas vous qu'aurait nommé le président de la République. Si Emmanuel Macron voulait faire une rupture, est-ce qu'il aurait nommé Monsieur Lecornu? Bon, on est d'accord. Et je lui dis surtout le problème, c'est pas juste vous, si seulement c'était juste vous, c'est que j'imagine que dans les jours prochains, vous allez nommer Monsieur Retailleau à l'intérieur, Madame Dati à la culture, Monsieur Darmanin à la justice, Madame Vautrin, je vais pas tous vous les faire, vous allez vous faire un claquage, vous n'aurez plus le voix pour le karaoké ce soir, mais évidemment qu'ils vont nommer les mêmes. Et donc, on est en train de nous expliquer, je cite François Bayrou lui-même, un grand homme, qui dit dans sa grande sagesse, la France est un paquebot, il y a une voie d'eau, tout le monde va couler au secours. Bon, et il vous dit jamais que le capitaine du bateau c'est Emmanuel Macron et que tout l'équipage est macroniste. Mais moi j'ai un principe de base, un peu de bon sens. Si on considère qu'une voiture est lancée à pleine vitesse dans un mur,
vous pouvez changer de chauffeur, changer de chauffeur, changer de chauffeur. Si vous ne changez pas la trajectoire de la voiture, elle va continuer à aller dans le mur. Et donc j'ai dit, monsieur Le Cornu, je pense que vous ne devriez pas être là. Je vous le dis très républicainement, mais vous n'avez rien à faire là. Et il n'y aura pas de rupture. La seule rupture que monsieur Le Cornu va faire, c'est une rupture avec les Français. C'est aussi simple que ça. J'ai vu, il y a un truc bien que je trouve qu'il a fait, j'essaye d'être positif, c'est qu'il a dit qu'avant de nous rencontrer, il a d'abord rencontré Retailleau, Sarkozy, tout ça, vraiment c'est de bon augure, mais il a dit avant de rencontrer l'opposition politique, je vais rencontrer les syndicats, et je me suis dit ça c'est positif. Et j'ai vu Marie-Lise Léon de la CFDT sortir en disant il a renforcé ma détermination à manifester le 18. Donc le truc est écrit. Donc il ne veut convaincre personne, il gagne du temps et c'est leur jeu depuis le départ. Monsieur Macron, depuis le départ, est dans une stratégie d'obstruction avec des arguments mais inacceptables. Il a commencé par nous expliquer quand même qu'il pouvait pas nommer l'année dernière parce que il y avait les Jeux Olympiques. Mais enfin, il savait quand même qu'il y avait les Jeux Olympiques. Si tu sais que tu peux pas nommer de Premier ministre, bah tu fais pas de dissolution. Et à chaque fois, comme ça, il nous a trouvé des arguments, voilà, il gagne du temps. Mais ça ne marchera pas plus cette fois-ci que la fois d'avant. Et la réalité, c'est que ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent qu'on ait peur. C'est ça qu'ils veulent. Moi, ce que j'ai vu beaucoup dans ce que Bayrou faisait, ces discussions au coin du feu, là, version Manins France. Enfin, sauf que lui, c'était au coin du feu. Son feu, c'était pas du feu dans la cheminée, c'était les forêts qui brûlent dans l'Aude, l'équivalent de toute l'île d'Oléron qui disparaît en 48 heures. Et lui, qui est content, qui a fait ses 43 reculs environnementaux depuis le début de l'année et qui ne change rien. C'est ça, les discussions au coin du feu de monsieur Bayrou. Et pendant qu'il faisait ça, enfin, en fait, il voulait nous faire peur dans la dette. Bon, bah, la dette, cher François Ruffin, c'est comme les chasseurs. Il y a les bons et il y a les mauvais. Et bah, la dette, c'est pareil. Il y a peut-être de la bonne dette. Nous, on défend qu'il y a de la bonne dette. On veut investir dans la transition écologiste. On veut investir dans les services publics. Eux, ils font 1000 milliards de dettes. N'oubliez jamais ce chiffre, hein. Parce que c'est les gens qui nous disent, oui, nous, on est des Mozart de la finance, nanana, le cercle de la raison, on a une présomption de crédibilité. Quoi qu'on fasse, c'est très intelligent. Et si vous trouvez que c'est pas intelligent, c'est que vous n'avez rien compris parce que vous l'êtes moins que nous. Enfin, on a vu ce film. Mais ils font 1000 milliards de dettes en commettant le double exploit de ne pas investir pour les générations futures en préparant l'avenir, ce que même les cercles économistes disent. 1 degré de changement climatique en moins en plus au niveau mondial, c'est 12% de PIB mondial en moins. Moi, je ne me réveille pas tous les matins en pensant au PIB, mais comme eux, c'est leur objectif phare dans la vie, bah, qu'ils se remettent en question. Donc, non seulement ils préparent pas l'avenir, les services publics, la transition, mais en plus, ils ont creusé les inégalités comme jamais dans ce pays. Rappelez-vous de 2 chiffres et répétez-les à tout le monde. Depuis que monsieur Macron est président, les 500 plus grosses fortunes de ce pays, on veut leur fortune multipliée par 2. Alors, si la fortune de tout le monde avait été multipliée par 2 dans le pays et qu'on décidait qu'il n'y a pas de limite planétaire, pourquoi pas? Sauf que dans le même temps, il n'y a jamais eu tant de pauvres dans ce pays depuis 30 ans, que chaque jour il y a plus de pauvres et que chaque jour ils sont un peu plus pauvres. Il y a aujourd'hui 9,8 millions de pauvres en France, un record depuis 30 ans. Et c'est pas juste des statistiques, c'est pas juste des lignes dans des sondages ou des lignes dans le budget, ce sont des vies humaines. C'est 49% des Français qui a dû renoncer à des vacances cet été pour raisons financières. C'est 39% des Français qui n'arrivent pas à se chauffer et qui ont des difficultés pour payer les factures. Pendant ce temps-là, eux, ils suppriment des budgets pour l'inondation des logements. C'est 57% des Français qui, dans son entourage proche, connaît au moins une personne pauvre. Et c'est 42% des Français qui gagnent le SMIC ou moins, qui déclarent se priver d'au moins un repas par jour pour des raisons financières. C'est ça la réalité, c'est concret. Alors, en quelques mots, juste pour finir sur ce qu'on était en train de se dire, il y a un moment où on sait que pour mettre en place des politiques libérales, il faut faire peur aux gens. C'est ce que Naomi Klein raconte très très bien dans la stratégie du chaos, dans la stratégie du choc. Elle dit que démocratiquement, les gens disent « Ah bah, prenez des jours fériés, prenez sur les services publics et laissez faire la libération. » Personne ne vote ça. C'est pas vrai. Et donc, la seule manière de le faire, c'est de provoquer un choc, une sidération, de la stupeur et de la peur. C'est ça qu'ils essayent de faire. Mais je pense qu'ici, nous ne sommes pas dupes et que nous allons continuer de le dire. Mais juste, sachez aussi, ayez toujours en tête ce que Johan Chapoutot a écrit dans le livre qui s'appelle Les Irresponsables et qui raconte comment dans les années 30, les cercles et les élites économiques, journalistiques, politiques, pas toutes, mais en grand nombre,
se sont dit qu'ils avaient peut-être moins peur de la droite et de l'extrême droite que des avancées sociales que pourrait permettre la gauche. C'était en France le plus tôt Hitler que le Front populaire. Et on peut se dire que c'est loin, mais l'histoire finit toujours par se répéter. Sur un plateau d'LCI lundi soir, j'ai entendu quelqu'un du Figaro répondre à la question « Ferez-vous encore le Front républicain ?» Il a répondu « Oui, contre l'extrême gauche ». Et donc c'est ça qui se prépare. Et je vous dis, chaque jour qui nous sépare et chaque heure de chaque journée qui nous sépare de ce péril qui se prépare pour 2027 ou quelle que soit l'élection qu'on aura avant, on doit la passer. Je vous ai parlé de la biodiversité, j'ai maintenant vous parler d'efficacité énergétique. On doit mettre chaque heure que l'on a à militer dans cette convergence et dans la victoire, pas à faire le jeu des 7 différences, pas à compter les points, pas cher Adrien, j'ai vu ton petit post Twitter qui disait Marine, tu as liké ça, explique-toi, on veut comprendre. Je ne m'expliquerai pas sur ce que je like, ce que je tweet, j'en ai marre, on est dans le combat, on arrache les victoires et on se concentre sur l'essentiel. Alors, Marine Tondelier, vous plaidez pour l'union, pour redonner ses lettres de noblesse au NFP. Est-ce que vous pensez que c'est possible du côté du chemin des appareils politiques ou vous pensez qu'il faudrait une pression populaire pour obtenir cette unité ? Non seulement je pense que c'est possible, mais je pense par ailleurs qu'on n'a pas le choix. Et vous avez raison de parler de pression populaire parce que Olivier l'a dit, dans un an, quand on se retrouvera avec toujours le même plaisir à la fête de l'UMA, peut-être qu'il sera trop tard. Peut-être qu'il sera trop tard. Et donc, c'est de ça qu'on va devoir parler aujourd'hui et tous les jours qui suivront jusqu'à ce que l'unité soit garantie pour la présidentielle. Pourquoi ? Moi, je suis écologiste, vous le savez. Peut-être que tout le monde n'est pas écologiste ici et c'est OK. Ma ligne politique, c'est l'écologie, mais ma ligne stratégique, c'est l'antifascisme. Et je sais que ça, ici, on l'a en commun. L'antifascisme, on l'a en commun et je sais qu'ici, personne ne se trompe de combat. Mais je vois bien que des fois, c'est compliqué. J'ai entendu mon ami Jean-Luc, il y a pas longtemps, dire que j'avais l'écologie venimeuse et que j'étais une méchante personne. Donc évidemment, tous les journalistes sont venus me voir en me disant mais pourquoi, qu'avez-vous à lui répondre, etc. Je n'ai rien à lui répondre. Je souris, je reste zen et je continue avec toutes celles et ceux qui voudront, dont les insoumis. Faut pas céder à la provocation, on n'a pas le temps et je n'ai pas d'énergie pour ça. Je vais vous dire, on a bientôt les municipales et la présidentielle. Et chacun va devoir prendre ses responsabilités. Si quelqu'un veut aller expliquer dans sa ville, parce qu'il y a plein de villes de droite qui peuvent basculer à gauche à la simple condition qu'on travaille ensemble. Si les gens veulent aller expliquer dans cette ville que les habitants de cette ville vont continuer à subir des politiques de droite parce qu'un tel ne veut pas l'être dans une pièce avec tel autre, je lui souhaite bon courage. Et pour la présidentielle, eh bien c'est pareil, comment fera-t-on au deuxième tour quand ce sera Retailleau, Le Pen ou Bardella ou celui qui sera pas en prison pour dire « Ah oui, mais c'est parce que lui avait commencé ou je sais pas quoi ». On n'a pas le temps. On n'a pas le temps et je vais vous dire, moi je sais que Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann seront là à la fin. Pourquoi ? Parce qu'ils n'auront pas le choix, parce que je soutiens aucun des deux en première intention, même si j'ai déjà été ou je pourrais être amenée à les soutenir sur des combats. Mais les choses sont simples. À aucun des deux, on peut faire le procès de ne pas avoir de conviction sincère et de ne pas être antifasciste. Et je ne vois pas comment, fidèles à leurs valeurs, fidèles au discours qu'ils font avec emphase et beaucoup de talent, ils ne seraient pas là à la fin au rendez-vous du combat antifasciste. Et je ne vois pas comment ils pourraient prétendre vouloir gouverner ce pays et vouloir gagner la présidentielle sans passer par l'approbation des électeurs de gauche et écologistes. Ils ne peuvent pas avoir peur de ça et aucun des prétendants de gauche ou écologistes à l'Élysée ne peut avoir peur des électeurs de gauche et écologistes. Alors oui, il va falloir se poser une question très claire. Quelle est la meilleure personne d'entre nous, entre toutes celles dont les noms circulent, pour gagner cette présidentielle ? Donc il y a la question d'être au deuxième tour et il y a la question aussi, pas des moindres, de pouvoir battre l'extrême droite au deuxième tour. C'est cette question-là que l'on doit se poser. Moi, je n'ai pas peur, parce que je sais que les électeurs de gauche et écologistes à qui on posera bientôt la question sauront y répondre avec talent et trouveront la bonne personne. L'essentiel, c'est de gagner. Je finis juste là-dessus. On est dans une bascule fasciste au niveau mondial. C'est ça qui se passe. Comme des dominos qui tomberaient les uns après les autres, entraînant les uns dans la chute des autres. Et l'un des prochains dominos qui peut tomber, c'est la France.
et chacun sera responsable face à l'histoire. Donc non seulement je compte sur votre soutien pour pouvoir avoir une désignation qui désigne le ou la meilleure d'entre nous pour gagner. Moi, je n'ai pas peur de cette désignation. Si un écologiste gagne, tant mieux. Si c'est un autre, c'est que c'est lui qui devait gagner et c'est que c'est lui qui pourra gagner. Donc non seulement on a besoin de votre soutien, mais je vous le dis, exigez-le. Exigez-le dans toutes les réunions publiques où vous serez invités, dans les mois et dans les semaines qui viennent. Exigez l'unité parce que c'est votre destin, c'est le destin de votre pays, c'est les politiques publiques qui guideront votre vie et celle de vos enfants, c'est votre avenir, c'est l'habitabilité de la planète qui sont en jeu et personne n'a le droit de vous en priver, alors je compte sur vous. Merci Marine Tondelier.